Voilà. Donc pour démarrer, voilà, je voulais juste remercier, les gens qui nous ont aidés, sur stand midi là. Donc l'université populaire, d'Albertville qui est représentée par monsieur Rousseau et peut-être d'autres. Et puis, monsieur Hegazier aussi que j'ai vu se connecter tout à l'heure du conseil de développement territorial qui voilà depuis début janvier, nous aide à organiser, ces temps d'échange sur la pause, méridienne. Voilà et puis, bah, merci à vous tous, de vous être connectés. Je vois que c'est un sujet qui semble intéresser donc c'est plutôt sympa. Voilà. Alors sachez que voilà, ce webinaire donc je vais juste vous partager mon écran. Donc il est organisé sur, le temps de midi, donc c'est dans le cadre, d'un événement qu'on a renommé nous, les midis du plan climat. Voilà. Vous avez 3 autres temps d'échange donc, jeudi, mardi prochain et jeudi prochain, voilà, sur d'autres thématiques. Donc aujourd'hui, ces midis du plan climat, ils s'inscrivent, dans le cadre de la mise à disposition du plan climat air énergie territoriale au public. Alors je vais mettre mon écran en grand, voilà. Donc ce plan climat air énergie territoriale, c'est un outil de planification, qui a pour but 2 choses, atténuer le changement climatique et permettre au territoire de s'adapter au changement climatique. Donc dans l'atténuation, on va retrouver des thèmes comme, la réduction des consommations énergétiques, la diminution des gaz à effet de serre, la diminution des polluants atmosphériques, l'amélioration de tout ce qui est qualité de l'air, le thème qu'on va évoquer aujourd'hui, le développement des ENR, bien sûr, l'adaptation au changement climatique avec, la biodiversité, la séquestration carbone, voilà, tous ces grands sujets. Donc ce plan climat, il est porté par l'agglo, mais il touche vraiment tous les secteurs d'activité, du territoire, que ce soit, voilà, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, les transports et l'agriculture. C'est un peu l'affaire, enfin, c'est même pas un peu, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, effectivement, l'agglo, elle a mis en place ce programme d'action et cet outil de planification, mais il s'adresse autant aux communes, aux citoyens, aux acteurs du monde économique. Voilà, c'est chaque personne qui va pouvoir faire quelque chose. Heu, voilà. Donc ensuite, juste pour vous parler de la mise en place de ce plan climat, donc juste quelques repères. C'est un document sur lequel on a commencé nous à l'agglo à travailler en 2019, en avril, par, la phase de diagnostic avec un état des lieux air, climat, énergie et vulnérabilité du territoire au changement climatique. Ensuite, il y a eu une phase de mobilisation à laquelle vous avez peut-être, participé puisqu'on avait mis, on avait mis en place, avec les acteurs du territoire, les élus, des ateliers pour définir la stratégie et le plan d'action. Il y a eu aussi, en phase de concertation, un questionnaire en ligne, auquel vous avez peut-être répondu puisque sur le territoire, c'est à peu près 630 personnes qui avaient participé à ce questionnaire. Ensuite, on a finalisé le programme d'action qui a été, validé par chaque commission opérationnelle d'Arlysère, donc en 2020. Réglementairement, on se doit de consulter, pour avis, le préfet de région et l'autorité environnementale, donc qui ces 2 entités nous ont fait un retour sur notre document, en octobre et en novembre, 2021. Et puis là, on en est à la phase, voilà, mise à disposition du public. C'est aussi, réglementairement obligatoire, donc c'est la mise à disposition de tous les documents, qui font, le plan climat air énergie territorial d'Arlysère. Donc vous les retrouvez sur le site internet de la communauté d'agglomération Arlysère. On a mis en place un petit formulaire pour que vous puissiez participer, donner vos idées, des informations, enfin toute chose qui vous semble intéressante et que vous avez envie, de voir peut-être dans ce document ou pas, nous donner des idées. Et puis ensuite, et ben, normalement les élus, voteront ce document, en mars, au prochain conseil communautaire. Et sachez que donc on a aussi l'obligation de faire une évaluation à 3 ans et à 6 ans de ce document et pareil de la mettre en ligne pour que, chaque citoyen puisse en avoir connaissance. Voilà.
Donc, pour vous donner les grands objectifs de ce document, donc c'est bien sûr réduire la consommation énergétique, donc de moins 18% à horizon 2030. C'est augmenter la production d'énergie renouvelable, de multiplier par 3 à horizon 2030. Diminuer les gaz à effet de serre, moins 30%. Réduire les émissions de polluants atmosphériques de 20%. Bien sûr, s'adapter, comme j'ai dit tout à l'heure, aux effets du changement climatique, la séquestration de carbone et travailler aussi sur le volet biodiversité. Donc dans ce plan climat, on va retrouver 3 grands axes, qui comportent, 51 fiches actions au total. Donc il y a Arlysère et les 39 communes exemplaires. Il y a un axe 2 qui est sur la maîtrise des consommations d'énergie du territoire et leurs impacts. Un axe 3 sur le développement de la production d'énergie renouvelable et un axe 4, un territoire de vallée et de montagne qui s'adapte au changement climatique. Alors je ne vais pas rentrer, dans le détail de ces axes, mais en tout cas, vous pourrez aller parcourir toutes les fiches actions sur notre site internet. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Guillaume d'Atmo, qui va vous présenter un état des lieux de la qualité de l'air sur le territoire d'Arlysère. Donc, si tu veux partager ton écran, Guillaume. Oui. Hop. C'est bon pour vous? Ah oui, et je voulais vous dire aussi, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je me permettrai de faire un tri si elles sont trop nombreuses pour les poser à notre intervenant Guillaume. Et puis à la fin, si tout va bien et qu'on est dans les temps, on aura un petit temps pour échanger. Et à ce moment-là, on enlèvera les présentations et puis on essaiera de faire ça de manière un peu plus conviviale en se voyant dans notre petit écran. Voilà. Très bien. Donc là, c'est bon? Vous voyez la présentation comme je ne vous vois plus Alors Guillaume, on ne t'entend pas pour l'instant. Ah. Ici, on entend Guillaume et perso, je vois et j'entends. D'accord, ok, très bien. Bon, Julie, on espère que tu vas pouvoir régler ton problème. Du coup, merci de m'avoir invité sur ce petit temps. Guillaume, on ne t'entend pas. Ah si? Si, on entend Guillaume. Tu essayes de nous parler, mais on ne t'entend pas. Julie, c'est toi qui as le souci. On a fait des tests tout à l'heure, ça fonctionnait. Si, je vais lui mettre dans le chat hein, que les autres m'entendent. Bizarre. Ah, alors c'est moi qui n'entendrai pas. Bon, oui, voilà, c'est ça, c'est toi qui n'entends pas. Donc oui, merci de m'avoir invité sur ce petit temps un peu informel, un peu réunion. Donc c'est sympathique, ça change de format. Et c'est vrai que c'est assez rare que les intercos se mobilisent sous cette forme. Donc tant mieux. Donc, je vous rappelle que la qualité de l'air est un véritable enjeu de société aujourd'hui sous différentes formes. D'abord, effectivement, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'enjeu sanitaire et sociétal. Hein. On a des populations qui sont exposées, surexposées, et du coup, Santé publique France nous a rappelé récemment les enjeux sur la région de diminuer principalement les poussières, les oxydes d'azote et l'ozone. Derrière, il y a un enjeu réglementaire qui est là, et cet enjeu réglementaire qui est l'enjeu de l'Europe amène à un autre enjeu qui est l'enjeu économique. C'est-à-dire non seulement l'enjeu sanitaire va nous amener des coûts, mais l'enjeu réglementaire peut aussi nous amener des amendes conséquentes. Et aujourd'hui, l'enjeu économique, rien que pour l'enjeu sanitaire, il est chiffré à 100 milliards d'euros par an pour la France. C'est une enquête sénatoriale qui a chiffré ça, donc c'est absolument colossal. Et bien entendu, nous sommes aujourd'hui dans un PCAET, dans le cadre du plan climat, et tout l'enjeu, ça va être d'intégrer la qualité de l'air, d'avoir une démarche intégrée air, climat, énergie qui soit cohérente pour éviter des effets antagonistes. On les verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, une diapo pour vous dire qui on est. Donc, Atmo, c'est l'observatoire agréé pour la surveillance de la qualité de l'air.
On est monté historiquement comme une association loi 1901 parce qu'on est juste après Tchernobyl, qui a une défiance des citoyens vis-à-vis de l'État. Donc la bonne idée, ça a été de faire ça dans une association où l'État, par contre, a 25% des voix, les collectivités territoriales ont 25% des voix, les industriels 25% et les associations environnementales ont 25% des voix. Ce qui permet d'assurer l'indépendance et la transparence. Et Arles Isère est membre financeur d'Atmo et on les remercie. Donc la première question que je voulais vous poser et à laquelle on va essayer de répondre ensemble, c'est à votre avis, est-ce qu'il y a plus ou moins de particules sur Arles Isère ou sur Chambéry? Si on vous pose brutalement la question comme ça, qu'est-ce que vous répondriez? Alors, je vais essayer de vous voir. Est-ce qu'il y en a plus sur Chambéry? N'hésitez pas à répondre un petit peu dans le chat. Je vous laisse 10 secondes. J'essaye pendant ce temps de ragrandir ma fenêtre. Alors, on va voir ça ensemble parce que c'est pas si clair que ça. D'abord, les particules que l'on respire, ce sont des particules, ce qu'on appelle les particules fines, les particules PM10, c'est la matière particulière qui fait moins de 10 microns. C'est ce qui pénètre, on va dire, dans l'arbre respiratoire et qu'on est aujourd'hui capable de mesurer et de modéliser. Voilà la dernière cartographie que l'on ait à l'échelle de la région Rhône-Alpes et zoomer sur notre territoire en moyenne annuelle. Et ce que l'on voit, c'est que effectivement, c'est pas si évident de voir des différences lorsque l'on est dans le fond des vallées alpines et qu'on a quand même quelque chose qui est relativement homogène quand on est sur les zones urbaines ou le long des axes routiers. Par contre, on voit que sur les zones d'altitude, on a quand même une situation qui semble un petit peu meilleure. Si je regarde maintenant les particules les plus fines, les particules PM2,5, donc là, ce sont celles sur lesquelles sont basées les études d'impact sanitaire, sont celles qui ont le plus d'impact sur la santé. On a à peu près le même constat. On voit peut-être se détacher encore un petit peu plus les axes routiers, particulièrement sur le secteur de Chambéry. Donc, à première vue, les cartographies nous disent qu'il n'y a pas trop d'écart et on va regarder ça dans les mesures. Donc là, ce sont bien les données aux stations réglementaires. Donc, j'ai pris la station d'Albertville, station historique, et la station de Chambéry, qui est appelée la station de Pasteur, puisqu'elle est située à côté du collège Jules Ferry. Donc, on va dire des environnements très proches, un lycée d'un côté, un collège de l'autre. Donc, ça se ressemble vraiment. Et là, ce que vous avez, c'est les concentrations journalières de particules sur l'année 2021. Et du coup, en noir, Albertville, en bleu, Chambéry. On va dire que c'est quand même très difficile de différencier les deux et qu'effectivement, les moyennes annuelles sont très proches. On voit par moments des pics qui sont peut-être un petit peu supérieurs sur Albertville, des fois un petit peu supérieurs sur Chambéry, mais quand même, on est bien là, on va dire, dans un bassin de vie qui est assez homogène. J'ai perdu mon écran. Voilà. Alors, deuxième question, c'est finalement, est-ce qu'il y a plus ou moins d'émissions par habitant? Est-ce qu'un habitant d'Arles Isère, il émet plus qu'un habitant de la Savoie? Alors, on va regarder ça sur différents polluants, mais à votre avis, est-ce que vous êtes plutôt bon, plutôt vertueux ou pas? Alors, j'avoue que je vois pas trop, mais on a du non et on a du plus. Bien du plus. C'est contrasté, mais la réponse, évidemment, va être un petit peu contrastée. Donc, Atmo est capable de faire un inventaire des émissions. C'est-à-dire qu'on est capable de répertorier tout ce qui sort des cheminées, ce qui sort du trafic, ce qui sort des industries. On est capable de comptabiliser tout ça dans un inventaire qu'on va voir juste après. Et donc, si je regarde par habitant de la région ou d'Arles Isère, je vois qu'au niveau des oxydes d'azote, les habitants d'Arles Isère sont plutôt moins bons.
Par contre, au niveau des émissions de poussière, ils sont un petit peu meilleurs. Et ça, on va l'expliquer par la suite, surtout, on va dire, du côté des mauvais résultats, parce que vous avez un axe routier majeur qui traverse l'agglo, ce qui n'est pas le cas en moyenne sur la région, et que du coup, ça, effectivement, ça joue en votre défaveur. Donc là, je vous ai mis l'inventaire, donc ce que l'on sait répertorier des sources d'oxyde d'azote. Les oxydes d'azote, c'est le NO2, c'est un gaz qui fait partie des polluants atmosphériques qu'il est nécessaire de réduire. Et ce que je vois, c'est que sur Arlysère, 68% des émissions sont liées au transport routier. Donc on zoomera un petit peu tout à l'heure sur le transport routier, mais c'est conséquent. C'est conséquent, mais c'est assez attendu, et on va dire que c'est un résultat qui est assez commun sur les pays de Savoie, où on a quand même des axes de transport qui sont très importants un peu partout et qui vont générer du trafic local et du trafic international. Après, on a le secteur résidentiel tertiaire qui joue à peu près 15%, le secteur industriel qui joue pour 14%. Donc, si on veut jouer si on veut essayer de descendre les oxydes d'azote, il va falloir jouer prioritairement sur ces trois leviers, transport routier, résidentiel et industrie. Si je regarde maintenant mes sources de PM10, donc les particules, donc là, je vous ai dit tout à l'heure, on est plutôt meilleur, un petit peu meilleur que sur le reste de la région. Et pour autant, c'est encore chez vous le chauffage résidentiel individuel au bois non performant qui reste la source majoritaire des particules, où on est à 60% des émissions de particules en annuel qui sont liées au chauffage non performant. Et notre problématique principale, et là on vient de traverser on va dire une crise de pic de pollution, c'est que malheureusement, on ne chauffe pas toute l'année. En plus, on ne chauffe que 6 mois de l'année et que donc, on va concentrer ces émissions sur les jours froids, ce qui fait qu'une journée froide anticyclonique, c'est 80% des émissions qui vont être liées au chauffage individuel au bois. Donc, un effort significatif à mener de ce côté-là. Pour autant, il y a d'autres aussi d'autres sujets. L'industrie, par exemple, est un sujet chez vous, avec 24% des émissions. Donc ça, c'est plutôt atypique. Généralement, c'est un petit peu moins en proportion. Et après, le transport qui, évidemment, va émettre aussi des particules, mais pas forcément dans la proportion à laquelle on s'y attend, ou en tout cas la population s'y attend. C'est-à-dire que là, on est sur une dizaine de pourcents, on va dire, tout transport confondu. Et évidemment, plus vous habitez près d'un axe, plus il va y avoir une influence. Et ça, on va en discuter tout à l'heure. Je suis dans un plan climat, donc je vais déborder un petit peu du sujet de la qualité de l'air. Je me suis dit en préparant, est-ce qu'ils sont plus vertueux au niveau des émissions de gaz à effet de serre sur Arlysère que sur la région? Et effectivement, vous êtes un peu plus vertueux puisque vous êtes en émissions par habitant. Alors, c'est pas. À tonnes, c'est ça, 4,9 tonnes par habitant, alors qu'un habitant de la région va émettre à peu près 6 tonnes. Donc, plutôt des bons points pour vous. Au niveau de la proportion, on voit encore une surreprésentation des transports routiers de votre côté, du fait des axes structurants qui vous traversent. Du coup, Guillaume, pardon, on va peut-être faire une petite pause parce qu'il y a quelques plein de questions, d'accord. Ouais, il y a des petites questions. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, sachant que certaines, je pense qu'on pourra y répondre plutôt à la fin. Donc, si je reprends tout. Oui, donc il y avait une question ou peut-être plutôt une remarque de la filière bois dans la responsabilité justement de la qualité de l'air, bois de chauffage individuel, pellet. Donc, je ne sais pas si tu peux donner quelques éléments là-dessus. Oui, aujourd'hui, effectivement, pour améliorer le chauffage au bois, il y a plein de leviers. Le premier levier, c'est d'avoir un matériel performant. Donc aujourd'hui, c'est 5, 7 étoiles, même plus, oui, sur moins 7 étoiles, je pense, où on en est dans les poêles. Donc, qui sont des poêles qui vont émettre
très peu de particules. Si vous êtes sur des pelets, des granulés, c'est encore moins. Donc, si aujourd'hui, vous remplacez votre vieille cheminée par un chauffage à granulés, effectivement, ça n'a rien à voir dans les proportions. On est sur un facteur 100 dans les émissions. Donc, c'est plutôt très intéressant. Et après, lorsque vous utilisez du bois, il y a effectivement le séchage du bois qui est très important, le type d'essence que vous pouvez brûler, et toujours d'essayer d'avoir un chauffage, comment dire, d'être à capacité maximum de votre poêle ou de votre cheminée. Ce qui est le plus préjudiciable pour la qualité de l'air, c'est d'avoir un vieux feu qui stagne là, qui est un peu rouge. Voilà, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une combustion qui soit la plus complète possible, donc avec des températures qui soient les plus élevées possibles. Très bien. Il y avait une autre question aussi. Est-ce qu'on sait, on va dire ce qui est de la responsabilité des habitants de notre territoire et puis ce qui va être de la responsabilité plutôt des visiteurs? Alors oui et non, ça dépend des secteurs d'activité. Effectivement, aujourd'hui, nous, notre inventaire, il a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on sait exactement ce qui sort des pots d'échappement, on va dire, dans le territoire. Après, savoir si la voiture, elle vient de chez vous ou si elle traverse le territoire, si c'est un touriste, c'est un petit peu plus compliqué, on n'y a pas forcément accès directement. Par contre, le transport routier, ça on connaît, donc enfin le transport international de marchandises, pardon, tout ça on connaît, on a des chiffres, donc on est capable de remonter à la source. Mais après, effectivement, il faut des enquêtes déplacement, des enquêtes ménage qui peuvent vous aider à aller plus loin dans le diagnostic, mais je crois que c'est des choses que tu as dû aborder dans le PCAET. Oui, dans les transports, on a des grands pourcentages. Alors, je ne les connaîtrais pas par cœur, mais effectivement, on a des éléments dans le diagnostic. Ouais. Ensuite, il y a une question sur est-ce qu'on est capable de comptabiliser la pollution qui est générée par l'aérodrome qu'on a sur le territoire, le trafic aérien lié à cet aérodrome? Oui, alors on a le nombre de mouvements qui nous est donné, et effectivement, on a une catégorie dans les autres transports ou autres sources mobiles, là, il est mis dedans, donc il est comptabilisé dedans. En sachant que c'est des comptabilités un petit peu spéciales, les aérodromes, c'est-à-dire qu'on va compter que ce qui est émis, on va dire, c'est dans les 900 premiers mètres au-dessus du sol et pas le reste. Le reste est dans une comptabilité à part qui revient à une comptabilité nationale. Donc, tout ce qui est au niveau du sol, on a les pistes d'atterrissage, etc. Tout ça, on sait comptabiliser. Et l'impact est maximum, une fois de plus, c'est comme les routes, il est maximum autour de l'aérodrome, aux endroits où on fait les pleins. Ça, il y a un impact. Après, plus loin, c'est plus diffus. Après, question au sujet du gaz naturel. Alors, il émet des particules, des oxydes d'azote et ou du méthane. Qu'est-ce que ça émet, le gaz naturel? Alors, ce qui est sûr, c'est que le gaz naturel, ça émet pas de particules, ou vraiment en quantité infinitésimale. Donc aujourd'hui, c'est un bon choix si on veut éviter les particules. Par contre, effectivement, ça va émettre des oxydes d'azote, et suivant la provenance de votre gaz, vous pourrez avoir, effectivement, ça comptera ou pas dans le bilan carbone, mais on va dire qu'aujourd'hui, ça compte plutôt dans le bilan carbone lorsque l'on voit les provenances du gaz. Donc pourquoi pas, enfin, je veux dire, nous, on n'a pas un diktat de dire il faut aller vers telle énergie ou telle énergie. Une fois de plus, c'est éviter, compenser, réduire. C'est d'abord, je rénove mon logement. Après, je réfléchis à avoir une taille de chaudière adaptée. Et en fonction de cette taille de chaudière adaptée, je choisis un combustible. Mais voilà. Donc, pourquoi pas du gaz pour la qualité de l'air, du moment qu'on est bien dans ce processus complet de rénovation. Ensuite, c'est pas une question, mais une remarque sur la configuration géographique, mais je crois que tu vas en parler de notre territoire. Pas forcément, donc on peut l'aborder Très bien. ici, par exemple. Donc effectivement, on est dans une configuration qui n'a rien à voir avec l'ouest de la France. C'est-à-dire
à émissions équivalentes, votre territoire va avoir une qualité de l'air qui est plus dégradée. On a des montagnes qui sont présentes, qui sont encaissées et qui vont amener des inversions de température fréquentes et qui vont faire que les choses s'accumulent. Donc, toute la difficulté, elle va être pour vous justement d'avoir un territoire qui est plus vertueux qu'ailleurs pour avoir une même qualité de l'air qu'ailleurs. Et il ne faut pas se leurrer, hein, une fois que le pic de pollution il est installé, on pourrait mettre en place toutes les bonnes actions du monde, on n'arrivera pas à l'enlever. Donc, c'est bien les actions de fond qui doivent être les plus présentes pour éviter d'avoir, on va dire, ces pics ou au moins d'en minimiser l'intensité. Après, des questions du coup sur le chauffage bois. Donc, chauffage bois individuel, est-ce que c'est cheminée et bois bûche? Donc, là, je peux répondre aussi, c'est tous les types, de chauffage individuel au bois, granulé, bûche, enfin voilà, c'est à partir du moment où Alors, on oui, oui, bah, alors vas-y. ça reviendra dessus un petit peu OK. après, il y aura une Et bah, diapo très dans bien. les Et bonnes beh idées. du coup, il y a aussi une question sur est-ce qu'on peut parler de chauffage performant ou de chauffage non performant du point de vue de la qualité de l'air? Donc on pourra peut-être la traiter à ce moment-là aussi. Oui, qu'on soit sur du bois ou pas, oui, aujourd'hui, on sait définir ce qu'est un chauffage performant et non performant, hein, sans souci, mais on le reverra un petit peu plus loin. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y a une différence entre les particules qui sont générées par le chauffage bois et celles qui sont générées par les déplacements? La personne nous dit, elle avait cru comprendre qu'il y avait une différence d'assimilation de ces particules. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence d'assimilation, mais alors, en tout cas, ce qu'on sait, c'est les différencier lorsque on les mesure. Il y a des appareils qui s'appellent des étalomètres qui, en fonction de la longueur d'onde du carbone, hein, parce que là, on parle de carbone, hein, sont capables de dire si ce carbone est à l'origine du bois ou de la combustion. Donc, on sait dire dans un épisode de pollution que tant de pourcents viennent, même à l'instant T, hein, on sait dire que tant de pourcents viennent du bois ou pas du bois. Après, sur leur toxicité, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont en cours avec l'Université de Grenoble et l'Imperial College à Londres euh, pour trouver des indicateurs pour savoir si une particule de bois ou une particule de fuel ou de trafic est plus ou moins génératrice de stress oxydant. C'est quelque chose qui est très intéressant puisque c'est des tests qui ne coûtent pas très cher à faire en laboratoire. Et du coup, on est capable de chiffrer, dire bah, quand je mets une particule de bois, ça réagit à 10, quand c'est du trafic, ça réagit à 50. Voilà. Toute la difficulté est de savoir aussi isoler ces particules dans l'air ambiant, parce que connaître parfaitement l'origine sur un filtre, enfin, j'imagine, on peut imaginer un aspirateur avec un filtre à café, hein, c'est un peu ça, on les recueille, et de savoir quelle est l'origine qui vient de quoi, là, c'est un petit peu difficile. Donc, il y a des travaux qui sont en cours, il y a des premières publications qui sont dessus. Donc, on va dire que ça, pour nous, c'est vraiment l'avenir de la surveillance et c'est des choses qu'on suit de très près, puisque effectivement, aujourd'hui, il y a un déclenchement d'épisodes de pollution qui dit c'est 50 microgrammes par mètre cube, mais finalement, l'impact sanitaire, on ne le connaît pas. Si demain, on savait quantifier cet impact sanitaire, ce stress oxydant des cellules, on pourrait très bien imaginer des critères qui soient là-dessus. Et ça, c'est vraiment des choses qui avancent très vite et qu'on regarde de près chez Atmo. Bah, je te laisse poursuivre, puis on Ouais. fera une petite pause. Alors après, une question, est-ce qu'à votre avis, chez vous, la qualité de l'air se dégrade? Je suis preneur du résultat avant d'avancer. Il y a du oui, elle s'améliore. Il y a du non. Enfin, il y a un non, non, 2 non pour l'instant, 3. Sinon, c'est plutôt oui. Donc oui, la qualité de l'air se dégrade. C'est ça, Bah bon. oui, oui. Il y a Ah là plein de là. oui. Le oui l'emporte sur le non. Oui. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est la communication sur la qualité de l'air n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. L'attente des citoyens sur la qualité de l'air n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Et pour autant, la situation n'a jamais
était globalement aussi bonne qu'aujourd'hui. Alors, on va commencer à regarder un petit peu à l'échelle régionale. Donc là, vous avez les principaux polluants qui sont mesurés. C'est une base 100. On regarde dans le rétroviseur là depuis 2007. Donc les polluants classiques. Donc on a le dioxyde d'azote. On a vu qui est majoritairement émis par le trafic routier. Il baisse année après année à l'échelle régionale. Les poussières, que ce soit les PM10 ou les PM2,5, elles baissent aussi de manière très significative, moins 49%, moins 65% dans les mesures. Là, je suis bien dans les mesures en moyenne annuelle. Donc, c'est des chiffres qui sont très bien, qui sont très encourageants pour tout ce qui est mené, qu'on soit sur une politique européenne, nationale ou locale, on voit que les efforts portent. Et ce que l'on a pu même mesurer sur certains territoires, les territoires qui sont avec des plans de protection de l'atmosphère, c'est que finalement, l'amélioration de la qualité de l'air, la moitié, c'est l'Europe et la France. Par exemple, lorsque l'Europe impose des véhicules qui soient de moins en moins polluants, lorsque l'État impose une réglementation thermique de plus en plus sévère. Et l'autre moitié, c'est bien les actions qui sont portées par les collectivités qui permettent l'amélioration de la qualité de l'air. Donc on voit quand même que sur le long cours, les choses vont de mieux en mieux, à l'exception de l'ozone, donc qui est la courbe là-haut, et votre territoire, on va le voir, n'y échappe pas, qui augmente. Alors l'ozone, il est un petit peu à part, parce que personne n'émet directement d'ozone, ça ne sort pas d'un pot d'échappement, ça sort de nulle part, c'est une recombinaison chimiques, de composés organiques volatiles, donc là il y en a plein, et d'oxyde d'azote. On le voit particulièrement en été, lorsqu'il y a de la chaleur, lorsque la masse d'air stagne plusieurs jours. Donc ça, on voit à la fois de l'influence du réchauffement climatique derrière, et aussi des mécanismes chimiques, sur les composés organiques volatiles qu'on est en train d'essayer de mieux comprendre dans un plan régional sur l'ozone. Donc où, par exemple, tous les travaux de peinture que vous faites chez vous, tout ce que les industriels vont utiliser comme solvant, les meubles neufs, là, ce qui sent fort, tout ça. Voilà, il y a des choses à mener, là-dessus et qui sont en train d'être vues en ce moment. Donc, si maintenant je regarde à l'échelle très locale ce qui se passe sur la station d'Albertville, donc je vous ai mis la valeur limite, c'est ce que vous devez à la France et à l'Europe. Donc, il faut absolument que ce soit inférieur à 40 microgrammes par mètre cube. L'OMS, il y a encore peu, nous disait c'est 40 microgrammes aussi par mètre cube pour éviter d'avoir un impact sanitaire. Mais l'OMS vient de revoir en septembre dernier ses recommandations, et les recommandations viennent de tomber à 10 microgrammes par mètre cube, ce qui est extrêmement sévère. C'est une division par 4 des seuils, donc on va dire que vous ne le respectez pas encore, on va dire, mais vous êtes loin d'être les seuls d'ailleurs. Je crois que c'est 97% du territoire qui ne respecte pas aujourd'hui les populations qui sont surexposées par rapport aux recommandations de l'OMS. Mais on est sur une trajectoire descendante avec effectivement les années Covid à regarder d'un petit peu plus près, parce qu'on a quand même eu des grosses fluctuations de trafic. Donc on va voir si cette baisse continue dans la durée ou pas. Donc là, vous aviez le NO2. Après, on peut regarder les particules PM10. Donc, de la même façon, l'Europe fixe à 40 et l'OMS, je crois, à 10 les particules, non, 20, je me trompe. Enfin, bon, on n'y est pas encore tout à fait encore sur votre territoire, mais voilà, on est sur une tendance à la baisse année après année. Donc ça, c'est plutôt positif. Et un autre critère qui est souvent regardé, c'est le nombre de pics de pollution que vous subissez. Alors, une des façons de voir ce nombre de pics de pollution, c'est sur une moyenne journalière, en fait, elle doit être inférieure à 50 microgrammes par mètre cube. S'il y a une journée qui est au-dessus de 50, on compte 1 et voilà, et on regarde le graphique. Et ce que l'on voit, c'est que depuis début 2010, on est sur une baisse du nombre de jours de pics de pollution, donc ce qui est plutôt très encourageant.
Bon, c'est vrai que l'OMS là-dessus était plus strict, hein. Il était à 3 jours de pic de pollution. Là, il vient de changer son critère, donc on ne vous l'a pas mis. On en discutera l'année prochaine, puisqu'ils sont plus basés sur le 50, ils sont basés sur le 45. Donc, on s'y perd un petit peu entre les réglementations. Mais en tout cas, on est plutôt là dans quelque chose qui est bien, puisque ça veut dire qu'on a baissé le niveau de fond et on a baissé l'intensité des pics. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'ozone, je vous le disais, donc il y a des indicateurs santé. Ce n'est pas des moyennes annuelles, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées à calculer. C'est des nombres d'heures dans une journée qui sont supérieurs à telle ou telle concentration. En tout cas, voilà ce qui se passe sur ces dernières années. On est plutôt sur une tendance forte à l'augmentation. Alors, avec des étés aussi qui sont très secs, hein. Et ça, c'est vrai que c'est préjudiciable. Nous, ce n'est pas tant finalement le fait que les températures augmentent avec le changement climatique. Elles augmentent un petit peu, mais ça ne joue pas tant. Ce qui joue beaucoup, c'est les périodes de sécheresse qui sont de plus en plus importantes et qui, du coup, vont laisser une masse d'air stagner et des polluants s'accumuler. Et donc, on va voir comme ça l'indicateur de l'ozone se dégrader. On va le voir un petit peu après sur une carte qui sera malheureusement très parlante. Alors, ensuite, je l'ai annoncé un petit peu tout à l'heure, il y a déjà un petit peu j'ai évoqué un tout petit peu la réponse, mais sans la dire. Vous êtes un territoire où il y a effectivement un axe routier majeur qui traverse, et légitimement, vous posez des questions sur cet axe routier. Et donc, on s'est dit de vous faire réfléchir là-dessus. À quelle distance maximum d'une route est-ce que vous subissez son impact? Est-ce qu'à 1 km de la route, on subit son impact? Est-ce que c'est à 500 mètres? Est-ce que c'est à 10 mètres de la route? Voilà. Comment, à votre avis, on doit se situer pour avoir le minimum d'impact? Alors là, pour l'instant, on a 2 fois 1 kilomètre. Enfin, on a 2 personnes qui répondent 1 kilomètre. Bon, ça participe pas beaucoup. Ouais. 100, 300 mètres. Voilà, il y a du alors, 300 mètres. alors, on a fait des mesures, même si on a des modèles mathématiques qui sont tout à fait capables de faire ça, on a fait des mesures. On s'est mis sur des tronçons autoroutiers où il n'y avait rien autour, donc pas d'habitation, pas de route secondaire, et on est allé se mettre à la perpendiculaire de ces axes, à droite et à gauche de l'autoroute, vous imaginez, mettre des capteurs, donc là c'est des petits tubes à diffusion passive, donc on les met du coup à 10, 20, 30, 50, 100, 200 mètres. Et ce que l'on voit, on l'a fait pour le dioxyde d'azote, qui est vraiment le traceur de l'automobile, c'est que la zone d'impact maximum, c'est 50 mètres. Quand vous êtes dans les 50 premiers mètres à droite ou à gauche d'une route, vous en subissez vraiment un impact fort. Lorsque par contre on est à 100 mètres de la route, on retrouve le niveau de fond. Donc, finalement, cet impact, il est quasi exponentiel. Il faut vraiment essayer de limiter son exposition lorsque l'on est proche d'une route. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont menés là-dessus, par exemple pour éviter d'avoir des établissements sensibles qui s'installent en bordure d'autoroute, une crèche, un hôpital. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont regardées de près. Et donc, effectivement, lorsque nous, on fait la comptabilité des populations exposées, chez vous, ce sont toutes ces personnes qui vont être en résidence principale le long de la route. Alors, je voulais faire du coup un focus sur le transport routier, parce que c'est une vraie problématique. Donc là, je ne sais pas si vous voyez mon bandeau là-haut, mais en tout cas, ce sont les sources. On va dans le détail du trafic et on regarde les oxydes d'azote, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est bien les oxydes d'azote. Parce que je ne voyais pas. Hop. Et donc, si je regarde les oxydes d'azote, c'est à peu près les 2/3 chez vous. 2/3 des émissions, c'est par le trafic. Et dans le trafic, qui est-ce qui a la plus mauvaise note? C'est la voiture individuelle.
53% de vos émissions, c'est le trafic, c'est ça, c'est les voitures des particuliers. Après, de manière un petit peu étonnante, mais voilà, c'est quand même un diagnostic qu'on retrouve assez classiquement, ce sont les véhicules utilitaires légers qui apparaissent derrière. Les petits utilitaires sont aussi des gros pourvoyeurs d'oxyde d'azote. Alors, c'est typiquement la petite camionnette de l'artisan. Et ben, cette petite camionnette, elle a tendance à pas faire beaucoup de kilomètres par an. On la garde longtemps. Elle roule pratiquement exclusivement sur votre territoire. Et finalement, eh ben, elle va émettre beaucoup d'oxyde d'azote proportionnellement au kilomètre qu'elle va faire. Donc ça, c'est un point intéressant. Et après, les poids lourds arrivent avec 14% des émissions. Alors certes, des poids lourds, il y en a, vous en avez beaucoup, mais ils sont, pour la majorité, ceux qui circulent sur la nationale, sont souvent des poids lourds qui sont récents, donc qui sont aux dernières normes des Euro 6, et qui du coup vont minimiser leurs émissions. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais voilà, en tout cas, elles vont être relativement faibles par rapport au poids des autres véhicules. Si je regarde je me remets là, ouais, si je regarde les particules qui peuvent être émises. Guillaume, je me fais la gardienne du temps, il va nous rester bientôt un petit quart d'heure. Oui, mais c'est bon, on y est presque. Donc, si je regarde les particules, eh ben, je suis à peu près sur le même diagnostic. Hein. On a les véhicules légers qui émettent beaucoup de particules, alors que ce soit à l'échappement pour les plus anciens, ou par les pièces d'usure pour les nouveaux véhicules. Hein. Aujourd'hui, si vous achetez un véhicule neuf, ce n'est pas par le pot d'échappement qui va produire le plus de particules, c'est par l'usure des pneumatiques, l'usure un petit peu de l'embrayage et surtout l'usure des freins. Donc, c'est ça qui va jouer. Et après, classiquement, on va dire, comme précédemment, on va retrouver les véhicules utilitaires légers et en moindre proportion les poids lourds en émetteurs de particules. Mais effectivement, les poids lourds roulant plus sur la nationale, on va avoir leur impact plutôt sur le bord de la nationale. Et après, j'ai regardé les gaz à effet de serre. Et du coup, sur les gaz à effet de serre, on a aussi le même diagnostic. Ce sont bien les véhicules des particuliers qu'il faut attaquer en premier. Hein, c'est 61% des gaz à effet de serre du trafic proviennent des véhicules légers. Alors, ensuite, on peut peut-être prendre quelques petites questions. Oui, allons-y. Alors, il y a des questions sur la limitation de la vitesse. Est-ce que ça a un impact, la loi là, sur les 80 km/h? Est-ce que vous avez mesuré des impacts sur la qualité de l'air? Oui, il y a des impacts. Il y a des impacts qui sont pas très grands, mais il y a des impacts. Alors principalement sur des réductions de consommation de carburant. Donc ça, c'est intéressant. Un petit peu sur les NOx. Après, ce qui est difficile, c'est que les poids lourds ne sont pas soumis à cette baisse de vitesse parce qu'ils roulent déjà moins vite. Donc, ça permet de gagner que sur les véhicules légers. Donc, on a des gains, ils sont modestes, mais ils sont présents. Pour autant, pour rebondir un petit peu, baisser de 90 à 80, c'est intéressant. En ville, baisser de 50 à 30, par contre, c'est préjudiciable. Pour la qualité de l'air, on va plutôt dégrader la qualité de l'air si on fait ça, parce que du coup, on va être dans d'autres mécanismes d'accélération, de freinage, et là, c'est pas forcément quelque chose qu'on va vous recommander si vous souhaitez le mettre en place au titre de la qualité de l'air. Au titre de la sécurité routière, c'est une excellente idée, mais l'argument qualité de l'air ne sera pas le premier à prendre en compte. Et après, sur les impacts, il y a le brûlage des sarments de vigne sur notre territoire aussi, voilà, qui est interdit. Est-ce que pareil, il y a un impact? Et puis du coup, pour continuer sur les impacts, l'impact du confinement sur la qualité de l'air, est-ce que vous l'avez mesuré? Voilà. Oui, alors l'impact des sarments, ça ressemble à l'impact du brûlage des déchets verts, hein, des déchets de jardin. Donc oui, ça a un impact. Sur les sarments de vigne, très spécifiquement, il y a des programmes
de recherche, le programme Vitivalo, qui travaille à la valorisation de ces sarments de vigne, hein, avec différents doctorats qui sont dessus, donc qui commencent d'ailleurs, je crois, à avoir quelques débouchés. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a de la valorisation qui commence à se mettre en place sur les sarments de vigne et sur le brûlage des déchets verts. Il est strictement interdit. Vous devez amener vos déchets verts en déchetterie ou les composter. Parce qu'en plus, vous avez tendance, les habitants qui les brûlent ont tendance à les brûler lorsqu'il fait bien sec, bien froid, donc typiquement sur les périodes où on peut être en pic de pollution. Donc on amène quelque chose de négatif à une situation qui est déjà limite. Et sur le confinement, oui, bien sûr, on a vu des impacts sur le confinement. Sur les oxydes d'azote, ça a été directement moins 70, moins 80% sur tous les capteurs. On a vu ce qu'on voyait, on s'est retrouvé à la campagne, quoi. Nos capteurs en milieu rural, les capteurs des milieux urbains, voyez ce que voient d'habitude ceux en milieu rural. Donc, ça a eu des impacts très rapides, très efficaces. Et par contre, sur les particules, on a vu assez peu de changements, voire sur certains territoires des augmentations, parce qu'effectivement, déjà, ça a confirmé notre diagnostic, ce n'est pas les véhicules qui vont produire les particules. Par contre, les particuliers qui étaient chez eux, qui se sont retrouvés sur le premier confinement en mars avec, souvenez-vous, un temps bien froid, ils ont eu tout le temps d'allumer leur cheminée et de faire leur feu. Et on a vu des endroits où on est passé ras du pic de particules alors qu'on était en confinement. Ensuite, il y a une question sur la brume. C'est vrai que ces derniers temps, là, nous, notamment sur le territoire, on a cette belle brume. Alors, c'est plutôt joli quand c'est vu d'en haut et c'est moins sympa quand on est en dessous. Donc, oui, c'est ça. Alors, c'est très difficile quand même de savoir différencier ce qui est du brouillard, ce qui est de la pollution aux particules, surtout que les particules vont avoir tendance à être des noyaux pour former du brouillard, hein. L'humidité va venir dessus, donc à un moment, elles vont plus avoir la taille requise, on va dire, pour être respirées, et c'est tant mieux. Mais c'est quand même un signe d'alerte, je pense, pour la population lorsque l'on voit cette brume, que l'on soit chez vous ou à Grenoble aussi, hein, on est très alerté là-dessus. Et c'est quand même le signe qu'il y a une inversion forte qui est présente. Et qui dit inversion forte dit risque fort de dépassement. Et généralement, c'est vrai que sur nos territoires, lorsque ça fait 2-3 jours qu'on est en situation d'inversion, ça fait que s'accumuler en dessous, quoi, hein. Très bien. Et puis, il y avait une question aussi, j'avoue que je n'ai pas de réponse et que je n'ai jamais rien vu là-dessus, sur est-ce qu'on retrouve dans l'eau, on retrouve dans l'eau des traces de particules? Alors, je pourrais te transmettre une étude qui a été faite sur le transfert des HAP, donc des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui a été faite dans l'Arve, justement, parce que comme il y a beaucoup de BAP, ils ont étudié le transfert vers l'eau. Et j'avoue que je n'ai pas été curieux d'aller voir les résultats, mais en tout cas, je sais où trouver le rapport sur le transfert, ouais. Savoir s'il y a un impact ou pas. De toute façon, à la fin, là, j'essaierai de récupérer toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu et puis on le fera dans un deuxième temps et à ce moment-là, on pourra mettre à disposition des participants les réponses. Je te laisse avancer. Oui. Julie, j'ai récupéré les questions, Julie. Très bien, merci, Christiane. Donc, très rapidement, est-ce qu'il y a plus de pollution en hiver ou en été sur votre territoire? Donc, on y a presque répondu avant. Il y a de la pollution dans les deux cas, mais ce n'est pas la même. Voilà. Donc là, par exemple, je vous présente des cartes de poussière en moyenne annuelle. Donc, ce sont des pollutions que l'on va retrouver en période hivernale. Vous allez retrouver dans les fonds de vallée des particules, qu'elles soient PM10 ou PM2,5. Alors, ce n'est pas la carte d'après. Voilà. Donc, plutôt une pollution hivernale liée aux particules. Et l'été, c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure. On a de l'ozone en excès et partout. Donc, les deux ont un impact sanitaire, ce n'est pas tout à fait le même. Les particules, on peut être sur des impacts long terme, hein, qui peuvent aller jusqu'au cancer, mais on est quand même toujours sur de la diminution d'espérance de vie. Et sur l'ozone, c'est pareil, sauf qu'on est sur des effets qui sont un peu plus court terme, et c'est les personnes les plus sensibles qui vont être les plus impactées, typiquement les personnes asthmatiques
qui vont utiliser plus de médicaments, qui vont être hospitalisés plus facilement, etc. Alors, par rapport à ça, comme j'ai pas vu la présentation avant, je sais pas exactement de quoi tu vas nous parler, mais dans le chat, en tout cas, j'ai noté deux, trois petites choses. Et du coup, on pourra peut-être y répondre voilà, en déroulant ta présentation. Mais du coup, dans la qualité de l'air, qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de la responsabilité de l'individu, du collectif, de l'entreprise, de la commune, de l'agglo? Il y avait une question un peu comme ça. Ensuite, ben, il y a toutes les questions liées à la mobilité. Est-ce qu'on a prévu d'encourager le train, d'adapter un peu nos transports ferrés aux besoins des habitants? Il y avait aussi, est-ce que quand on met finalement en place, par exemple, un territoire qui aurait mis en place plein d'actions mobilité qui seraient suivies des faits, est-ce que vous voyez déjà des impacts, vous, dans vos relevés de qualité de l'air? Ensuite, j'ai noté aussi, quelque chose sur le chauffage bois. C'est vrai que souvent, on a du mal à faire comprendre aux gens que le chauffage bois, il peut avoir un impact négatif sur la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, agglo, les citoyens, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, par rapport à cette question-là pour sensibiliser un peu et encourager les gens à changer, leur équipement? Voilà ce que j'ai pu noter un peu comme petite chose, ah oui, puis il y avait une question aussi, on peut peut-être y répondre avant, mais l'impact sur la qualité de l'air d'un véhicule diesel, GPL, essence, enfin voilà, si tu as des petites infos, et puis du coup, bah, il nous reste 10 minutes. Oui, c'est ça. Non, mais qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'individu, de l'État, de la collectivité? Ça, c'est un petit peu compliqué. On va dire que l'État a in fine la responsabilité de la qualité de l'air et de faire respecter des directives européennes, mais il le délègue en partie aux régions, en partie aux agglos à travers des plans climat. Donc, de toute façon, les solutions, elles existent à tous les échelons. Aujourd'hui, une collectivité peut mettre en place, je sais pas, effectivement, des meilleurs transports en commun. Voilà, l'individu peut lui prendre plus facilement son vélo, etc. Donc chacun a une part à jouer et il ne faut pas tout reporter sur l'individu ou sur la collectivité. Hein. C'est un écosystème qui permet d'avancer. Et de toute façon, c'était la question d'après. Ces impacts, ils ont été mesurés et on les voit, quelles que soient les politiques qui sont menées. Et c'est un peu dans mes solutions. On a mesuré toutes les bonnes actions pour la qualité de l'air. Donc, je vais aller dessus. On a une plateforme aujourd'hui qui s'appelle Air Attitude, donc airattitude.fr, sur lesquelles on a cherché à voir quelles étaient l'action des collectivités, à mesurer leurs gains en termes de climat et d'énergie, mais aussi voilà, tous les gaz de la qualité de l'air et les particuliers. Et du coup, par exemple, dans cette plateforme, vous allez pouvoir retrouver l'impact de telle ou telle mesure et voir son coût financier aussi qui est associé, et de vous dire est-ce que ça vaut le coup ou pas, quel est le meilleur ratio pour investir. Voilà, c'est un outil de la décision auquel vous pouvez, en tant que citoyen ou élu, collaborer en mettant vos bonnes actions dedans, et puis on les chiffre au fil de l'eau. Après, sur les véhicules, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir ce qu'il faut faire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut essayer de minimiser ses déplacements. Mais aujourd'hui, voilà, un véhicule diesel, si vous roulez beaucoup, ça a encore du sens. Par contre, si vous roulez peu, un véhicule électrique, ça a sans doute du sens, mais il faut se poser quand même la question de ce véhicule électrique, d'où viennent les batteries, comment on va les recycler, etc. C'est pas simple. Le seul dénominateur commun aujourd'hui qu'on a trouvé sur les véhicules et sur lequel qui fait l'unanimité, c'est qu'il faut prendre le véhicule le plus léger possible. C'est celui qui consommera, on va dire, le moins d'énergie. Donc, si vous hésitez entre deux véhicules, prenez le plus léger, quoi. Enfin, hormis pour l'électrique, où il faut regarder dans l'électrique peut-être le plus léger à l'intérieur de cette gamme-là. Mais voilà, le poids semble être un critère aujourd'hui qui permet, en tout cas, qui fait qu'on a besoin de moins d'énergie pour avancer, quoi, pour faire avancer le véhicule. Et pour terminer, voilà, je revenais sur
la qualité de l'air et le chauffage au bois, qui est une problématique de l'Est de la France, qu'on retrouve assez peu ailleurs, parce que même il y a des affouages, il y a du bois gratuit en Savoie qui est encore distribué à des habitants. Donc, voilà, c'est un mode de chauffage qui est intéressant pour le climat, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut du matériel performant, du bois de qualité. Il faut faire entretenir régulièrement son appareil pour éviter de trop émettre. Et là, vous avez un tableau de ce qui se passe quand on se chauffe uniquement avec un foyer ouvert, un foyer fermé, un poêle à bûche. Voilà. Donc, par exemple, si vous vous chauffez uniquement avec un foyer ouvert, alors il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est des maisons qui vont passer 10, 13 terres de ce bois à l'année. Et ben, si vous faites ça, vous allez émettre 23 kilos de particules par an, alors que dans le même temps, si vous avez un poêle à granulés et que vous chauffez que avec ce poêle à granulés, vous allez émettre 400 grammes de particules. Donc, effectivement, beaucoup moins. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, il faut vraiment essayer d'aller vers ces labellisations flammes vertes qui sont aujourd'hui un gage de qualité dans les installations. Et puis, voilà, après, c'était… Merci. Une dernière question. Du coup, l'Université populaire a invité Guillaume Pitron. Il a écrit un livre. Voilà, il est venu le présenter à Arlisère. Je me rappelle plus du titre, Eric. J'étais pourtant à la présentation. Voyage au bout d'un like, l'enfer numérique et puis la guerre des métaux, la guerre des métaux rares. Voilà. Et la question de la pollution délocalisée, transport électrique, équipement électronique, est-ce qu'on la prend en compte? Aujourd'hui, nous, mais comme les autres organismes de la région, on ne sait pas le prendre en compte. Par contre, on commence à le faire. Et on va avoir les premiers résultats d'ici un an. C'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est tenir compte de la vie de l'objet. Et c'est effectivement un travail qui est en cours et qu'on voit comme étant de plus en plus indispensable. Il y a des territoires qui se fixent d'ailleurs sur le bassin lémanique, qui se fixent des objectifs de neutralité carbone en tenant compte du bilan carbone de l'objet. Donc oui, ça fait partie des questions d'avenir. Oui. Et après, pour terminer, parce qu'il est 28, un foyer ouvert, est-ce que c'est un appareil de chauffage? Bien sûr que oui, c'est un appareil de chauffage. Pour certains, oui. Donc, on touche, à travers le foyer ouvert, on touche un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on va toucher la flambée plaisir qu'on va se faire le soir en rentrant du travail. On va toucher une population touristique parfois aisée qui va vouloir faire que du chauffage au bois pendant qu'elle est présente. Et puis, on va toucher aussi la précarité énergétique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autres moyens que de ramasser des palettes pour se chauffer. Donc, ce foyer ouvert, il symbolise beaucoup de choses. Et puis après, une question aussi, c'est quelque chose qu'on a souvent, qu'on nous pose souvent à nous, territoire d'Arlisère. Est-ce qu'on a des mesures sur les chaufferies bois d'Ugine et Albertville pour connaître leurs impacts? Alors, de la mesure à l'émission, ou de la déclaration, ça dépend de la taille, mais cette mesure, oui, elle est faite par l'exploitant. C'est une obligation réglementaire, donc elle est prescrite par un arrêté préfectoral. Elle est remontée à l'ADREAL. Donc, comme tout ce qui est prescrit par arrêté préfectoral, vous y avez accès et ces données sont remontées chez nous de manière automatique et sont prises en compte dans l'inventaire. Donc, sont prises en compte d'une manière ou d'une autre, soit dans l'industrie s'il n'y a pas de valorisation. Ça dépend de la valorisation énergétique qui est faite derrière. Mais en tout cas, on les connaît. Merci Guillaume. Je pense que le plan climat aujourd'hui, après sa validation, il y aura 6 ans. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de refaire des petits temps, puisque voilà, d'après les retours qu'on a sur le chat, les gens sont très contents et intéressés et ont trouvé que c'était bien. Voilà, donc ça va nous encourager à faire encore mieux. Voilà, sur le chat aussi, je vous avais mis le lien sur lequel vous pouvez retrouver tous nos documents du plan climat. Normalement, si vous tapez dans l'actualité sur les midis du plan climat, vous retrouverez après
la page, voilà, pour regarder un peu tous ces documents. Vous avez aussi l'adresse mail pcaet@arlisère.fr, donc n'hésitez pas aussi à nous poser des questions. Les documents sont en ligne pendant un mois. Après, voilà, on apportera peut-être des petites corrections par rapport aux remarques que les uns et les autres auront pu nous faire. Et puis après, suite à ça, ils seront en libre accès sur notre site internet. Et bah, écoutez, je vous On peut remercie. peut-être annoncer le prochain rendez-vous? Vas-y, Parce Christiane. que ça serait assez super quand même, hein, si vous avez apprécié. En tout cas, le prochain rendez-vous, c'est le 3 février, jeudi donc, de 12h30 à 13h30. Et ça sera sur le poids de notre assiette ou de vos assiettes. Bref, voilà, un sujet encore qui je pense, peut être extrêmement intéressant. Et ben, je vous souhaite à toutes et toutes une belle après-midi et merci.